Le grand débat de ce vendredi avec nos débatteurs. Ils seront 3, 2 pour l'instant, 2 plumes au profil bien différent. Priscilla de Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie. Bonjour Priscilla. Bonjour. Steven Thompson, écrivain américain d'expression française. Bonjour. Bonjour Simon. Et d'ici quelques instants, nous rejoindra Jean Sévillia, journaliste au Figaro. Ça coince un petit peu sur la route. Alors pour ce grand débat, j'ai sélectionné un certain nombre de sujets. On verra si on peut tous les traiter, l'actualité étant toujours très riche. Le premier thème, c'est bien sûr l'examen du projet de loi sur la fin de vie. Lundi, les députés ont entamé l'examen des quelques 3000 amendements déposés à l'Assemblée. Alors on s'attend à des débats houleux, tant ce texte est sensible et nous touche au plus profond de notre être et de notre âme. Qu'est-ce que ça vous inspire, Priscilla ? Je suis très, ce texte, ce projet de loi m'effraie au plus haut point. En fait, c'est ça, je pense que le sentiment le plus profond que j'ai en moi, c'est ça, je suis vraiment effrayée par ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'interviewer Catherine Vautrin, ministre de la Santé, qui porte ce projet de loi il y a quelques semaines, et elle, c'est une femme remarquable à bien des points, mais elle me disait, mordicus, vous savez, ce projet de loi est équilibré. Moi, elle est catholique. Et en tant que catholique, je n'ai aucun problème à porter ce projet de loi. Et à la question qu'on lui posait de façon très légitime, mais ça va passer en commission, ça va être détricoté comme tout projet de loi. Quelles sont les garanties que vous nous offrez que ça reste en cet état d'équilibre ? Et elle disait, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on a vu en quelques jours à la commission spéciale de l'Assemblée ? Tout a explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce texte ne ressemble en rien à ce que le gouvernement avait proposé. Il est un des textes les plus libertaires qu'on ait jamais proposé sur cette question de la fin de vie. Il a été élargi. Enfin, toutes les digues ont sauté. Même des gens comme Agnès Firmin-Lebaudot, qui était celle qui portait le texte auparavant au gouvernement, le dit, Catherine Vautrin le dit, des digues ont sauté, des digues importantes sur l'accès à ce geste létal, à ce suicide assisté ou à cette euthanasie, parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et ça n'augure rien de bon sur les débats qui vont venir. Il y a trop de lobbies pro-euthanasie en France, et ils vont pour moi, c'est avoir introduit le loup dans la bergerie. On fait exploser un système. Emmanuel Macron parlait d'un texte qui était... c'était le modèle français de la fin de vie. Or, en fait, non, c'est faux. Il se trompe parce que le modèle français, c'était la loi Claes-Leonetti. Ça a été la loi Kouchner, ça a été la loi Leonetti, ça a été la loi Claes-Leonetti. Ça fait 25 ans qu'on discute sur la fin de vie en France. On a toujours su, jusque-là, aboutir à des textes équilibrés qui, certes, frustraient tout le monde, mais qui, du coup, en fait, satisfaisaient aussi un peu tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, on fait tout exploser. On n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans l'équilibre, on n'est plus dans le au plus près. On franchit ce tabou qui devrait être, comme tout tabou, absolument intangible. On donne la mort. Tu ne tueras point. Je cite le décalogue, mais la République le porte aussi. On ne tue pas. Tuer, c'est un crime. Et aujourd'hui, on va instituer ce geste qui dépasse l'entendement au sein de la République. Pardon, je monopolise un peu la parole parce que c'est quelque chose qui me mais vraiment ça me tient à cœur. Non, mais ça me bouleverse. C'est que j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire, s'ils doivent lire trois textes que je trouve extrêmement bien faits et qui mettent bien en place les problématiques sur cette question sur la fin de vie. C'est le texte de l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich. Oui. Qui a évoqué ça, qui de façon très mesurée, qui évoque bien toutes les problématiques que pose ce texte. Le discours remarquable de Pierre Dharréville, qui est député communiste à l'Assemblée et qui a fait un discours en ouverture des débats le 27 mai sur la question de la fin de vie. Il est communiste. Alors, il est catholique, mais il est communiste, donc il ne porte pas exactement la même vision de la fin de vie que Laurent Ulrich. Et le communiqué qui a été publié comme une tribune dans le Figaro de je ne sais pas combien d'associations de soignants, dont la SFAP, mais pas que, et qui disait qu'en tant que soignant, combien ce texte faisait exploser ce en quoi il croit, et surtout il était très éloigné des réalités que les soignants vivent au quotidien avec des malades en fin de vie qui ne demandent pas la plupart du temps la mort quand on peut soulager leur souffrance.
On salue Jean Sévillia qui vient de nous rejoindre pour ce grand débat, journaliste au Figaro. Bonjour Jean Sévillia. Bonjour. Je vous laisse écouter Stephen Thompson par rapport à cet examen du projet de loi sur la fin de vie. Oui, je suis d'accord avec tout ce que Priscilla vient de dire. Je suis choqué par cette loi, pas surpris, parce que je trouve que depuis le début de la Macronie, il y avait quelque chose d'ambigu. Il parlait en même temps. Et en fait, le parti gauche, entre guillemets, de la Macronie, c'était les questions sociétales, comme le PMA ou les questions de mariage ou les questions de fin de vie, ou soi-disant c'est de gauche. Et sinon, sur les questions d'économie, c'était vraiment une politique de droite. Mais pour moi, cette loi sur l'euthanasie, c'est faussement gauchiste parce qu'en fait, ça va de pair avec le libéralisme. Il y a une vision désacralisée de la vie, une vision capitaliste de la vie. Moi, je ne vois pas la nécessité de cette loi. Pourquoi ça intervient maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Le système ancien, ça fonctionnait si mal. Les vieux, ils pesaient tellement pour leurs proches. Je ne comprends pas. Même le mot euthanasie, me semble, c'est un euphémisme pour reprendre un autre mot avec un préfixe en EU. C'est un euphémisme. Vraiment, c'est suicide. On parle de suicide. Alors, pourquoi pas utiliser le mot suicide? Pourquoi pas? Parce que ça fait très violent. Mais la loi est très violente. Et d'après ce que j'ai lu, avec les amendements à la commission, c'est encore plus radical, cette loi, qu'est la loi en Belgique, à Bruxelles, alors que normalement, c'est progressif l'instauration de cette loi en Belgique. Jean Sévillia, par rapport à cet examen de projet de loi. Écoutez, moi je pense que Emmanuel Macron est dans la logique de ce qu'il est. D'abord, il avait annoncé en effet qu'il voulait un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, mais ça ne m'étonne pas du tout. Cette loi est à l'image de son en même temps. On sait qu'il pratique une sorte de libéralisme progressiste ou de progressisme libéral. Enfin voilà, il mêle les deux. C'est assez terrifiant, oui, c'est terrifiant. Voilà, il y a une rupture anthropologique majeure qui est en train de s'effectuer. Maintenant, moi, je vais être assez pessimiste. Enfin, pardon, si on regarde les choses un peu de haut, je crois qu'il faut qu'on se prépare, nous, chrétiens, à multiples de ruptures. On les a eues déjà, d'ailleurs, on les a eues avec le mariage, on les a avec la question du genre, etc. etc. C'est que nous sommes, culturellement, nous, catholiques de France, on été habitués à être dans un pays façonné par le christianisme, et ça nous paraissait évident que même les valeurs, je dirais, de la société civile soient quelque part en harmonie avec la culture chrétienne, parce qu'il y avait 2000 ans de christianisme. On est dans une rupture majeure, c'est-à-dire que il y a une sorte de... La vieille population française est en train d'abandonner le christianisme. Hein, je veux dire, on passe les 100 religions sont en train de devenir majoritaires en France. Voilà. Et donc, là où il y avait un accord, je dirais, entre la vieille morale chrétienne et la morale civique, même républicaine, etc., cet accord est en train de se défaire parce qu'on n'est plus sur le même fondement anthropologique. Oui. Et donc maintenant, c'est le règne de l'argent, c'est le règne des lobbies. Et donc, on va aller de plus en plus je pense que la question de la GPA va revenir. Et je pense nous parlons, nous, chrétiens. Il y a encore des gens, alors il y a des communistes. Oui, mais moi je pense que ce débat va bien au-delà, et heureusement d'ailleurs, bien au-delà du cercle chrétien, parce que en fait, c'est pas une vision chrétienne de l'homme et de la fin de vie dont on parle là. C'est une vision humaine, c'est une vision au lieu de dire que vaut ta vie et est-ce que tu veux qu'on t'aide à partir, ce que disent des associations de médecins qui n'ont rien à voir avec la religion catholique, qui disent, nous, en fait, on veut l'accompagnement jusqu'au bout. On veut aider à soulager la souffrance jusqu'au bout. Et surtout, et ce que rappellent très justement tous ceux qui sont impliqués, et encore aux premières loges, qu'on écoute très peu, qu'on a très peu entendu. Claire Fourcade, la présidente de la SFAP, me rappelait que depuis l'arrivée de Catherine Vautrin au ministère de la Santé, elle l'avait jamais vu. Alors que c'était quand même des intervenants majeurs dans ce discours. Il y a un nombre incroyable de ministres de la Santé qui se sont suicidés depuis plusieurs mois et qui rendent ce dialogue un peu délicat. Ça va bien au-delà des catholiques, cette question-là. Ça va bien au-delà. Ça va de la façon dont on accompagne des gens qui sont plongés dans cette épreuve et leurs familles jusqu'à la mort, en mettant tout en place pour qu'ils ne souffrent pas et qu'ils puissent profiter de leurs proches et de ces jours qui s'additionnent aux jours jusqu'au bout. On ne peut pas répondre à la souffrance par écoute, on va t'aider à partir. Enfin, c'est quoi cette réponse, quoi?
Alors, au deuxième jour de l'examen, le mardi 28 mai, l'Assemblée nationale a intégré la dimension spirituelle à la définition des soins d'accompagnement. Ceux-ci doivent répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux, mais aussi spirituels des patients, ont estimé les députés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais je veux dire, c'est de l'enfumage. Hein. Oui. L'enfumage. Déjà, mettons en place les plans successifs de soins palliatifs qui ont été élaborés par les députés et auxquels on n'a jamais donné les moyens de se mettre en place. On rappelle quand même un fait, aujourd'hui, un Français sur deux n'a pas accès à des soins palliatifs. Il y a 21 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs en France. Aujourd'hui, déjà, commençons par aller jusqu'au bout des lois qu'on vote et donnons les moyens financiers des lois qu'on vote avant de commencer à aller au-delà. On marche sur la tête et on va parler chômage dans quelques minutes. Oui. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune étude d'impact sur les lois successives. On n'attend pas qu'elles prennent tous leurs effets, mais on passe à la suivante, on restreint un peu plus, on serre un peu plus. Déjà, commençons à donner aux soins palliatifs l'espace, les finances auxquelles ils ont droit. Et les députés ont voté, notamment en commission, une loi de programmation comme il existe notamment pour l'armée. Le gouvernement s'y est opposé. Évidemment, ça le contraint à donner des moyens aux unités de soins palliatifs. Commençons par ça déjà. Jean Sévillia. C'est purement cosmétique, hein, l'histoire il précise bien que le spirituel ne se confond pas avec le religieux, surtout pas, attention, voilà, donc non, c'est de l'enfumage, absolument, voilà. Mais je voudrais revenir, pardonnez-moi, vous m'avez contredit, mais je ne suis pas d'accord avec vous, je veux dire, bien évidemment, on est d'accord sur le fait que cette loi dépasse les chrétiens, mais ce que je dis, c'est que les non-chrétiens, en réalité, en France, fonctionnent depuis des décennies, même des siècles, sur une anthropologie qui est chrétienne, en réalité, ils ne le savent pas, voilà. Oui, bien sûr, Voilà, ça, on est entièrement d'accord. C'est ça que je veux dire. Évidemment que c'est pas une question ça concerne toute l'humanité. Oui, mais parce qu'en réalité, nous sommes redevables d'une culture qui a été façonnée par le christianisme. Une idée de l'homme, une certaine idée de la dignité de l'homme en tant que créature créée à l'image de Dieu, enfin pour nous, mais cette image-là, voilà, elle a façonné notre civilisation. Et on est en train de basculer dans une autre civilisation qui est celle de l'argent, du moi-je, c'est-à-dire je définis moi-même mon destin, etc. Et donc, c'est un basculement majeur. Moi, je voulais apporter. Oui, je suis d'accord avec vous deux. J'ai apporté une note américaine. J'ai toujours été interpellé par la présence de ce mot laïcité en France, qui n'est pas un mot dans le discours politique américain, et que c'est un peu ambigu. En principe, je pense qu'on est tous d'accord, mais pour moi, souvent, je sens une sorte d'agressivité dans cette notion de laïcité. Je pense que la nature aborde le vide et le problème n'est même pas qu'il y a une désacralisation en France. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une sorte d'agressivité envers la tradition chrétienne, la tradition judéo-chrétienne d'ailleurs. Pourquoi pas juste être tolérant de ça? Je vois ça même dans les non-catholiques interviennent dans l'idée de la célibat des prêtres. C'est pas leur problème. Mais il y a une sorte de zéro tolérance du christianisme en France ou de la tradition judéo-chrétienne parce qu'on perçoit ça comme une sorte de menace pour l'idéologie progressiste. Et c'est comme ça que je vois cette loi. Oui, ça fait partie de la dualité française. Nous sommes à la fois une vieille nation de tradition chrétienne et où il y a une vieille tradition antichrétienne aussi qui nous date de la Révolution française. Enfin, je veux dire, il y a les deux font partie de l'identité française. Ça fait partie des contradictions de la France. Quelqu'un souhaitait encore intervenir sur ce sujet où on passe au deuxième thème, peut-être la guerre au Proche-Orient, le conflit s'enlise, des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Est-ce qu'on verra un jour une issue à ce conflit qui a l'air bien compliqué quand même? Jean Sévillia. Écoutez, c'est une histoire épouvantable parce qu'on ne voit pas d'issue politique, alors qu'en réalité, la seule issue serait politique, parce que sur le plan militaire, ça peut durer comme ça des décennies. D'ailleurs, ça dure depuis des décennies. Simplement, moi, je trouve qu'on ne peut pas mettre les deux adversaires sur le même plan. D'un côté, il y a un État démocratique qui est Israël, qui a vécu une agression au mois d'octobre, qui était une véritable agression. Et on a le Hamas, qui a pris en otage la bande de Gaza. Le Hamas, qui est un mouvement terroriste, reconnu comme terroriste par les institutions internationales, qui
qui mène une guerre et qui, lui, from the river to the sea, son projet, c'est de détruire Israël. Donc les deux adversaires de cette guerre ne sont pas non plus sur le même plan. S'il y avait un cessez-le-feu, Israël est menacé militairement, je dirais, dans son être même. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un cessez-le-feu, mais à condition qu'il y ait une solution politique derrière, évidemment. Mais je veux dire, on peut pas mettre les deux sur le même plan. Je veux dire, et le cessez-le-feu, mais si le Hamas ne rend pas les otages, on est toujours sur le même plan. Donc cette histoire est sans issue. Voilà. Alors, il est évident aussi que l'actuel Premier ministre d'Israël ne facilite pas les choses. Hein. Je veux dire, il a enfermé, il y a au sein du gouvernement israélien des jusqu'au-boutistes qui n'entendent pas raison, qui sont bellicistes à tout craint. Et malheureusement, du côté palestinien, il n'y a pas d'autre interlocuteur. Enfin, le Hamas a pris le pouvoir à Gaza, maintient et toute tête émergente au sein du monde palestinien a été, je dirais, éliminée par les radicaux. Donc, malheureusement, je ne sais pas comment on va en sortir. Moi, je suis assez pessimiste sur cette situation. Christiane de Seyne. Ce qui se passe en Israël-Palestine, c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui sur ce jeu d'échecs des adversaires qui sont Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a évidemment qui a été élu par les Israéliens, en cela il est légitime, mais qui a un agenda très personnel, puisqu'on sait qu'il est poursuivi par la justice, que si jamais il venait à quitter le gouvernement, il pourrait être condamné, incarcéré. Il y a Sinwar, qui est le chef politique du Hamas, il y a les alliés du Hamas, et il y a le peuple palestinien, il y a aussi la société civile israélienne sur laquelle il faut compter, c'est peut-être une partie de la solution. Et puis, il y a aussi les Américains, Joe Biden. En fait, on assiste à une conjonction assez historique qui fait que Joe Biden, les Américains ont de tout temps été des alliés des Israéliens, ils leur fournissent des armes, ils leur fournissent de l'argent. Sans l'appui américain, Israël ne peut pas fonctionner. C'est une société où il y a un taux de chômage qui est assez élevé, où l'économie n'est pas non plus en pleine forme. Ce qui se passe aujourd'hui n'améliore pas la donne. Israël est profondément lié aux États-Unis. Les États-Unis sont profondément liés à Israël. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, le discours de Joe Biden, démocrate, est quasiment équivalent à celui de Donald Trump, ancien président américain républicain, qui est ce soutien quasiment inconditionnel à Israël. C'est absolument... Moi, j'étais persuadée au début de cette guerre que Joe Biden, avant Noël, allait siffler le cessez-le-feu. Ouais. En disant arrêtez, là on arrête, parce que c'est bientôt Noël, Joe Biden est catholique, je ne dis pas de bêtises, et on va arrêter avant Noël, il va y avoir une trêve. Et il va forcer Netanyahou, ils se connaissent très bien, hein. Netanyahou est un homme politique, ça fait une vingtaine d'années qu'il est au pouvoir, il connaît il connaît très bien les États-Unis, il y a vécu, il connaît très bien Joe Biden, quand il était vice-président, l'a rencontré à de nombreuses reprises. Et j'étais persuadée qu'il allait prendre son téléphone et qu'il allait dire au Premier ministre israélien, on arrête. Un cessez-le-feu humanitaire, permettre aux gens de pouvoir se soigner. Et en fait, on se rend compte, et c'est ça qui, moi, m'effraie le plus, je crois, aujourd'hui, c'est que Joe Biden n'a aucun pouvoir, aucun moyen de pression sur Benjamin Netanyahou, qui se fout de savoir ce qui se passe exactement sur le terrain. Aujourd'hui, on entend des militaires israéliens, c'est Tsahal, c'est Yoav Gallant, c'est le ministre de la Défense qui dit qu'on ne peut pas mener une guerre sans savoir ce qu'on fait après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militaires israéliens, ils disent, parce qu'ils sont sur le terrain, ils disent, il faut penser à l'après. Qu'est-ce qu'on va faire après quand on aura nettoyé ce qui aujourd'hui, en partie le Hamas, puisqu'on ne peut pas tuer dans l'œuf, on ne pourra jamais tuer dans l'œuf une entreprise terroriste. Elle traite ses cendres comme elles sont toutes renées de leurs cendres. Et les militaires israéliens, ils disent, mais c'est n'importe quoi ce qu'on fait en fait. Là, on est en train, on a quitté le nord pour le sud de la bande de Gaza. Maintenant, il faut qu'on revienne au nord pour l'occuper parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a de nouveau des militants du Hamas qui sont là-haut et qui se réorganisent. Donc en fait, c'est une guerre sans fin. Et moi, ce qui me... Encore, je reste quasiment sans voix, c'est que
aussi bien Netanyahou, mais aussi bien que Sinwar, donc le chef politique du Hamas, se fout de savoir ce que leur population souffre et vive sur le terrain. En fait, ces femmes, ces enfants, ces hommes qui meurent chaque jour aujourd'hui à Gaza n'intéressent personne et surtout pas leurs dirigeants. Et ça, pour moi, c'est le... Je sais pas, on est dans une... C'est pas un système qui peut fonctionner. Quel pouvoir politique ne peut pas se préoccuper de savoir ce que deviendra ces populations? On fonctionne sur la tête. Moi, ça me... C'est pareil. Steven Thompson, on n'a pas encore entendu. Oui, je suis d'accord sur plein de choses là, mais je n'irai pas jusqu'à mettre Netanyahou et Sinwar dans le même panier. C'est vrai que je ne pense pas que Netanyahou, par exemple, utilise sa population comme des boucliers. C'est quand même Hamas qui a entamé cette guerre en sachant qu'il y aurait des milliers et des milliers de morts. Ce n'est pas Netanyahou qui a enclenché la guerre. Après, mais il pourrait demander un cessez-le-feu de façon beaucoup plus effective. Il pourrait négocier ça avec le Hamas. Oui, mais pour donner quoi, comme disait Jean, ça veut dire pour faire quoi après? Le cessez-le-feu, c'est juste... Moi, je ne vois pas de solution. Je suis très pessimiste. Si moi, j'avais été Premier ministre, peut-être j'aurais rien fait. J'aurais juste dit, bon, comme ça, Israël, au moins, ils auraient gardé la position de victime, qui est une position traditionnellement juive, mais... Quand tu es leader d'un pays et tu es attaqué, est-ce que tu peux faire ça? Je ne sais pas. Mais si un cessez-le-feu demain, qu'est-ce qui se passe après, d'après vous? Et puis, juste une autre chose, c'est pas vrai que les Américains ne conçoivent pas l'après-hostilité, parce que c'est Blinken aussi. Peut-être, en effet, c'est suite à la proposition de Tzahal. Mais Blinken, il a dit qu'il faut réfléchir sur l'après. Mais les Américains poussent Netanyahou à penser à l'après. Ils lui disent, enfin, là, en l'occurrence, oui, effectivement, ils sont actifs. Mais, et Tzahal aussi, les ministres de la Défense galants, ils poussent tous Netanyahou à penser à l'après. Mais là, l'agenda du Premier ministre israélien aujourd'hui est très personnel. Il n'obéit pas nécessairement à toutes ces... C'est quand même un pays qui a été attaqué. Et l'attaque, comme disait, je ne suis pas normalement un fan de BHL, mais j'étais très ému par son livre Solitude d'Israël, où il parle du 7 octobre comme un événement d'après la définition de ce philosophe allemand Schumann, je crois. Et il explique que c'est vraiment un bouleversement le 7 octobre, comme c'était le 11 septembre. Et alors, comment réagir par rapport à ça? C'est où tu vois dans ton pays les femmes, les enfants démembrés, brûlés, des viols à plusieurs. Comment réagir à ça? En ne faisant rien? Je ne sais pas. Bien sûr. En fait, tout pays a le droit de répondre. Il y a le poids moral des otages. Enfin, je veux dire, qui joue beaucoup sur la société israélienne, de toute façon. Mais Netanyahou n'y répond pas. Puisque oui, mais on est d'accord. Mais en fait, tout pays attaqué a le droit de se défendre. Mais la façon dont aujourd'hui on gère la guerre sur le terrain me semble absolument absurde. On va marquer une pause dans ce grand débat. Priscilla de Selve, Steven Thompson, Jean Sévillia. On se retrouve dans quelques instants, juste après les infos de 8h qui arrivent. Ça sera avec Hugo Caro. Merci d'être avec nous à l'écoute de Radio Notre-Dame.